Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'utilisation des prothèses de reconstruction dans le cadre des indications non tumorales. Donc, en premier lieu, il faut se rappeler les prothèses de reconstruction vont avoir une part grandissante en orthopédie et que l'utilisation principale de ces prothèses, pour lesquelles elles ont au départ été créées, était la reconstruction post-résection tumorale. À côté de ça, les reconstructions post-défects osseux massifs, donc hors contexte tumoral, que ce soit suite à une fracture, une infection, ou toute autre étiologie, présentent actuellement une part qui est grandissante. Néanmoins, l'utilisation de ces prothèses de reconstruction n'est pas dénuée de complications, et son principal concurrent direct actuellement est la reconstruction par allogreffe, elle aussi, qui présente de nombreuses complications comme la lyse osseuse de la greffe des complications septiques notamment. La difficulté dans l'utilisation de cette prothèse revient en principal lieu à la gestion du médaillon trochanterien, qui est à la pièce angulaire du résultat fonctionnel de ces prothèses. L'autre élément important également, c'est la gestion des inégalités de longueur, qui peut être difficile à gérer en opératoire. Et il faut également noter que le profil de ces patients est très différent des profils tumoraux, puisqu'on est face à des patients qui sont souvent plus âgés, avec de plus nombreuses comorbidités multi-opérées. L'objectif de l'étude que nous avions mis en place était de déterminer la survie des implants utilisés, du résultat fonctionnel et des complications de ces prothèses de reconstruction fémorale, et ce dans un cadre uniquement non tumoral. Avant de se plonger dans notre étude et dans ses résultats, un petit rappel sur la prothèse de reconstruction utilisée dans le service. Il s'agit de la GMRS, qui présente donc une partie proximale qui peut être simple ou avec un trochanter sur lequel on peut rattacher un médaillon afin d'essayer qu'on ait une greffe osseuse sur l'hydroxyapatite. La possibilité de réimplanter le système abducteur sur la prothèse. Ensuite, elle présente des pièces d'extension qui permettent de gérer notamment les longueurs des membres. Et enfin, cette prothèse existe sous différentes formes, qu'elle soit donc en fait en cimenté ou en presse-fit, avec différents niveaux de courbure pour s'adapter au mieux à l'anatomie du patient. Et il s'agit donc d'une prothèse qui est modulaire, mais en soi, il n'en aurait pas pu être autrement, vu le contexte dans lequel nous voulons les utiliser. Avant de poser ces prothèses donc de reconstruction, il faut surtout identifier quel est le niveau façon majoritaire donc de classer les défects métaphysodiaphysaires sur le versant fémoral, ce qui permet donc de ce qui permet donc de classer au préalable le défect osseux de ces défect osseux sur le versant fémoral, pour ensuite poser l'indication ou non de l'utilisation de cette prothèse. Donc le défect de type 1, en fait, c'est le défect qui ne nous intéresse pas, puisqu'il s'agit d'un défect métaphyso plus ou moins diaphysaire qui est minime et qui ne concerne pas du tout les prothèses de reconstruction, puisque sur ce type de défect-là, on pourra proposer une prothèse primaire. Donc on n'est pas du tout dans le contexte. En ce qui concerne le type 2, on est pareil, sur des classifications qui n'ont pas d'intérêt, aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un défect souvent osseux métaphysaire important, mais qui est complètement minime en diaphysaire, ce qui permet soit de passer avec une prothèse standard, soit avec une prothèse de révision, mais en aucun cas, ça ne nécessite de faire appel à des prothèses de reconstruction massive.
Là où on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est lorsqu'on s'intéresse aux paproski de type 3, qui se détachent en 2 sous-groupes A et B. Donc là, les défects métaphysodiaphysaires sont, très importants, et la différence entre le A et le B, c'est qu'on va avoir, heu, une centimètre intacte, donc une prise pour avoir une tige qu'on puisse mettre en presse-fit, et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le type A, et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le type B, ce qui nous permet au final de faire la différence entre ces 2 groupes. Et enfin, le type 4, qui est en fait un défect métaphysodiaphysaire extensif, avec des corticales fines et des canals qui sont larges. Et ce sont au final les défects osseux qui posent le plus de problèmes à l'heure actuelle. En ce qui concerne donc l'étude donc de l'utilisation de ces prothèses de reconstruction dans un contexte non tumoral, la littérature n'est pas très fournie. Sur cette liste de 25 articles, on ne retrouve que 4 articles qui s'intéressent à ce sujet. Mais que disent les études lorsqu'il s'agit donc de cela? Donc une des premières études qui a eu lieu sur le sujet, c'était, Parvizi en 2007, qui avait déjà inclus 48 patients dans un contexte donc non néoplasique et vu de façon rétrospective avec seulement 2 perdus de vue. On notait que le score fonctionnel allait en s'améliorant en post-opératoire avec, un passage de 37 de moyenne à quasiment 65 au dernier suivi, et on retrouvait néanmoins déjà 30 de complications avec en premier lieu l'instabilité, chez ces patients. On remarque également déjà que le taux de survie des prothèses, toutes causes confondues, était aux alentours de 80 environ, heu, au dernier recul à 5 ans. Une autre étude donc, menée par, Corim, s'intéressait donc cette fois à une revue de la littérature avec plusieurs objectifs: déterminer le taux d'échec, le taux de mortalité et le score fonctionnel donc de ces prothèses. Dans ce contexte-là, 14 articles étaient éligibles, dans cette étude, ce qui regroupait quand même déjà 358 prothèses. L'indication principale dans ce contexte dans cette étude était les fractures, avec taux d'échec important, hein, 24 d'échecs à 4 ans, avec encore une fois en premier lieu l'instabilité qui venait truster la première place des complications, suivie des complications septiques. Ivan De Martino a été un des derniers à publier sur le sujet, c'est une des études les plus récentes, qui est rétrospective, qui inclut 40 patients, qui a aussi, à savoir l'implant GMRS, 6 perdues de vue dans son étude, et là encore 9 reprises néanmoins, hein, ce qui fait, plus de 22 donc des patients, et néanmoins une bonne survie de la prothèse avec, 85 pour les, 90 pardon pour, toutes les pour les décèlements, aseptiques purs, pour toutes les causes confondues. Une dernière étude, de Visté, qui est encore une étude bien sûr rétrospective avec 44 patients, donc à peu près, toujours, le même nombre de patients dans ces études-là, qui utilisaient également l'implant GMRS, et on retrouvait un score fonctionnel au dernier recul d'environ 68,5 chez ces patients-là, 12 complications, et encore une fois, en premier lieu, l'instabilité, revenait comme le problème majeur, dans, cette étude. Donc on l'a dit, hein, donc ce qu'on peut retenir de ces études, c'est, le problème majeur et récurrent qui est l'instabilité, l'appareil abducteur difficile à reconstruire lorsqu'on utilise ces prothèses, puisqu'il y a également il n'y a pas qu'un défect osseux, mais il y a également un défect massif, qui concerne les parties molles. La planification adéquate, avec notamment, il faut, une longueur de fémur distal suffisante pour pouvoir, mettre la prothèse et qu'elle puisse, tenir,
en ce qui concerne toutes les contraintes qu'il va y avoir sur l'os restant. Il s'agit donc d'une intervention qui est lourde et pour des patients qui sont eux-mêmes lourds sur le plan médical, mais de façon générale. Donc notre étude était une étude qui était rétrospective, monocentrique, donc on a récupéré de façon rétrospective, sur la période de 2008 à 2019, les patients qui avaient bénéficié d'une prothèse de reconstruction dans un contexte non néoplasique. Le suivi moyen allait entre 2 et 7 ans, pour une moyenne de 4. Le résultat fonctionnel a été évalué par deux scores fonctionnels que sont le WOOS et le WOMAC, et l'implant que nous utilisions, donc c'était l'implant du service qui n'a pas varié durant ces années-là, à savoir la GMRS donc, de Stryker. Le seul critère d'exclusion, c'était donc l'utilisation de ces prothèses donc, dans les contextes oncologiques, puisque nous nous sommes concentrés sur la partie non oncologique de l'utilisation de ces prothèses, et nous avons inclus uniquement des gros défects massifs, à savoir les Paprosky 3B et 4, ce qui est à peu près similaire à ce que l'on retrouve dans la littérature pour des études comparables. Donc, nous avons inclus 26 patients avec une majorité de femmes, 21 femmes pour 5 hommes, une moyenne d'âge de 74 ans, 5 chirurgies antérieures sur ces hanches. Les défects osseux étaient majoritairement les défects Paprosky 4, avec quasiment 2 tiers des patients qui étaient concernés par ce type de défect-là, ce qui est, on l'a dit déjà, le défect osseux le plus difficile à gérer lorsqu'il s'agit de ces chirurgies. Et enfin, l'infection chronique était l'étiologie la plus fréquente, avec quasiment la moitié donc des cas, suivi du décèlement aseptique, avec 7 cas pour les 26 inclus. La révision acétabulaire était associée dans 92% des cas et dans 100% de ces révisions acétabulaires, un double mobilité avait été utilisé en face de la prothèse de reconstruction. Lorsqu'on s'intéresse à la survie de l'implant, on regarde que la survie toute cause est aux alentours de 74% à 5 ans, et que la survie, en ce qui concerne uniquement le décèlement aseptique, présente un résultat aux alentours de 55% au dernier recul, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on peut retrouver, de ce qu'on peut s'attendre normalement sur ce type de résultat. C'est-à-dire que le décèlement aseptique devrait survie toute. On pourrait peut-être expliquer ce résultat par le fait que dans les décèlements aseptiques, les 7 décèlements aseptiques inclus étaient 7 cas de Paprosky 4, qui sont donc les cas les plus difficiles à gérer. Sur le score fonctionnel, les scores WOOS et WOMAC n'étaient pas non plus extrêmement élevés, avec respectivement 46 et 48 de moyenne, là où on retrouvait dans les articles précédents des résultats aux alentours de 69, notamment pour la HHS. En ce qui concerne les complications, il y a nécessité donc de 8 réinterventions, ce qui fait quand même 31% des patients implantés. 6 tiges ont dû être révisées. Sur les 12 patients qui avaient été inclus pour des pertes osseuses dans un contexte septique, 5 ont présenté une récidive septique, donc ce qui veut dire qu'on avait seulement 7 patients pour lesquels on pouvait considérer au dernier suivi que l'infection était jugulée, et ce sur des critères cliniques et biologiques, notamment avec la CRP. Et enfin, motif de satisfaction dans ce contexte-là, quand même l'instabilité, un seul cas, ce qui conforte dans l'utilisation du double mobilité en face de ces prothèses. On remarque quand même que l'infection est la complication majoritaire dans notre étude. Au final, on retrouve une survie acceptable toutes causes confondues, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on s'intéresse au décèlement aseptique pur. Le résultat fonctionnel nous semble quand même bien particulier, pour lequel nous n'avons
À notre sens, pas les outils nécessaires. Une double mobilité semble complètement indispensable ce contexte pour limiter le risque d'instabilité post-opératoire, qui était la principale complication que l'on retrouvait dans l'ensemble des études revues précédemment. Et dans notre cas, il y avait une complication majoritaire qui était l'infection, ce qui pose un grand problème car la révision de ces implants-là est quelque chose de très périlleux sur le plan chirurgical. Merci de votre attention.